Salon des maires. On est en direct ce matin, 60 000 visiteurs pendant ces 3 journées. Et on va être sur le plateau de l'ANCT TV. En fait, c'est la télé de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je m'appelle Nicolas Rossignol et je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission. On va ensemble là où il fait bon vivre, là où il fait bon être heureux. La définition peut-être des petits villages français dont on vient tous d'ailleurs, certainement. Et ces villages, ce monde rural qui attire de plus en plus, justement pour cette quiété, cette douceur de vivre certainement, mais au-delà de ça, on a besoin évidemment de les accompagner pour la couverture numérique, pour faciliter le télétravail certainement, mobiliser les services publics et de proximité. De tout cela, on va parler avec nos invités. Ils sont vos invités ce matin, ils connaissent très bien le sujet, ils vont partager avec nous leur expérience. Joël Giraud, bonjour Monsieur le Bonjour. Ministre. Merci de nous accueillir. On est un peu chez vous sur ce stand avec d'autres ministres qui viendront, mais Vous n'avez pas loué la place, donc non, c'est ça. Vous nous faites l'honneur, en tout cas, de nous accueillir pour ce premier jour. Simone Vaillant, bonjour. Vous êtes bonjour. directrice des programmes Ruralité et Montagne au cœur de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et Loïc Lavergnazard, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes le maire de Vérac. Vous allez me dire que Vérac est le centre du monde, certainement. Exactement, vous l'avez deviné. Oui, ça fonctionne, vous inquiétez pas. On va mettre le retour sur le plateau pour que vous puissiez vous entendre, mais ça fonctionne. Vérac est une charmante commune du Lot, et vous êtes plus précisément dans la vallée de la Dordogne, c'est Dans la ça, vallée dans de le la Dordogne, Lot? oui, dans le nord du Lot. Très bien. Vous allez nous faire visiter dans quelques instants, nous racontant votre quotidien de maire. Je le disais aujourd'hui, un Français sur deux souhaite aller vivre en zone rurale. Alors, c'est vachement bien, vu du côté des médias, peut-être un peu moins de la part des habitants des villages qui se disent mais qui sont tous ces Parisiens qui vont déferler chez nous. On va pouvoir s'entendre, vous inquiétez pas, on va parler de ces sujets. Vous êtes, vous, monsieur le ministre Joël Giraud, finalement au cœur de ces sujets. C'est l'agenda rural dont on parle. C'est quoi exactement cet agenda rural qui vous concerne? Racontez-nous. Ah, l'agenda rural, alors c'est une idée qui est issue finalement de la crise des Gilets jaunes. Ah oui, Oui, puisque la question était de savoir quelles mesures pouvaient être, vous savez, il y a eu les cahiers de doléances dans la mairie, en fait, oui, tout ce processus qui a été initié par une association de maires, qui est la MRF. Et finalement, il a été retenu 181 mesures, ce qui est quand même beaucoup, qui devaient être mises en œuvre pour que la ruralité ne soit pas le parent pauvre des politiques publiques. Donc, eh bien, nous, enfin, moi, j'ai ma feuille de route. Hein, je veux dire, j'ai à mettre en œuvre tout simplement cet agenda rural sur le territoire. Alors, vous avez des mesures qui sont des mesures très connues. Par exemple, le programme Petite Ville de oui, demain qu'on a mis en place dès ma nomination avec Jacqueline Gouraud et qui fonctionne d'ailleurs fort bien puisque oui. mettre de l'ingénierie dans les collectivités, et notamment dans les bourgs-centres. Moi, j'ai été maire pendant près de 30 ans, donc c'est ce qui m'a manqué le plus. Et puis au-delà, essayer d'avoir une restructuration de ces bourgs-centres qui irriguent l'ensemble de la ruralité. Il y a des programmes comme les VTA, qui sont les volontaires territoriaux d'administration, où là encore on met de l'ingénierie dans les communes rurales, voire dans les associations de maires d'ailleurs. Et puis, l'agenda rural, c'était pas suffisant parce qu'il y a des sujets qui ont été complètement oubliés dans l'agenda rural. Par Oui. exemple, l'égalité homme-femme. C'est assez curieux de voir qu'à les périodes actuelles, ça n'avait pas été prévu. Donc, on a lancé avec Elisabeth Moreno un appel à manifestation d'intérêt qui a été un appel qui a été lancé très récemment pour que des associations dans les zones rurales, il y a 1 million d'euros sur 2 ans, puissent faire le job, je dirais, d'accompagnement Très des bien. femmes, notamment quand il y a de violences physiques ou violences sociales. Et également, il y avait un sujet qui avait été oublié, qui sont les LGBT+, en milieu rural, où là encore, on a lancé un appel à projet cette fois sur ce sujet pour qu'un gamin qui se retrouve à 15 ans dans la rue pour des questions comme celle-là puisse être pris en charge. Des sujets évidemment essentiels pour tout le monde. Quels sont les résultats de cet agenda aujourd'hui? Quelles sont les mesures portées par l'agenda rural qui ont été réalisées? À l'heure actuelle, au total, soit totalement réalisé, soit je dirais, en voie de l'être définitivement, on en est, pour être précis, à 93,5%. Très bien. Donc, je pense que. Alors, il y a aussi une méthode pour les réaliser, parce que le ministère de la Cohésion des Territoires ne gère pas toutes les mesures de l'agenda rural. Donc, on a à la fois un comité interministériel aux ruralités, mais également des relations qu'on a mises en place, soit au niveau territorial, soit au niveau central. C'est-à-dire que j'ai demandé qu'il y ait un référent ruralité dans l'ensemble des préfectures françaises, mais qu'il y en ait aussi dans les administrations centrales
française, parce que quand on parle par exemple à la Direction générale de la santé, il faut rappeler que la ruralité existe et ça marche. Ça marche parce que regardez par exemple sur les 19 milliards du programme qui est le Ségur Oui, de la santé, eh bien, il y a énormément de petits hôpitaux en province qui en bénéficient. J'étais il y a très peu de temps, lundi dernier, à Saint-Jean-de-Maurienne, dans un hôpital qui reçoit également beaucoup de touristes, qui a une commune qui a 15 000 habitants. Trois douches pour 30 malades, enfin bon, des conditions effrayantes. Eh bien, en mettant 20 millions d'euros sur cet hôpital qui est un hôpital rural, eh bien, nous allons faire en sorte que la santé ne soit pas non plus un 20 mots dans ces zones-là. pour la transition numérique également, vous avez mis en place des Alors, milliers de conseillers. la transition numérique est un sujet extrêmement important parce qu'en France, vous savez, on est un pays d'ingénieurs. Donc on sait construire des autoroutes, on sait construire des infrastructures, mais par contre les usages, c'est une question qui est plutôt en vigueur dans le nord de l'Europe plutôt qu'en France. Et là, en l'espèce, les conseillers numériques, les 4000 conseillers numériques, c'est faire en sorte que les usages du numérique aillent jusqu'au fin fond et au bout des campagnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on conventionne souvent avec les départements, mais pas que, D'accord. qui savent mieux diffuser. Enfin, la collectivité départementale, c'est la collectivité de proximité je dirais par essence. Hmm, Et à l'heure actuelle, on a déjà 2000 conseillers sur les 4000 prévus qui sont déployés très bien. et qui utilisent tous les moyens. Vous savez, quand un département a par exemple des bibliobus, ils utilisent des bibliobus pour aller faire de la lecture numérique et expliquer comment on peut résoudre la facture numérique au fin fond d'un village. Mais il y a aussi dans des zones urbaines, parce que souvent vous savez, les problèmes des zones urbaines et des zones rurales se ressemblent. La démographie médicale, elle n'est pas terrible dans les banlieues des villes, elle n'est pas terrible non plus dans les campagnes. Oui, On a un peu les mêmes problèmes avec des solutions bien évidemment différentes parce qu'il s'agit de faire du cousu humain, bien sûr. mais on a véritablement les mêmes problèmes. Et en tout état de cause, sur le numérique, les conseillers numériques, c'est la meilleure preuve que pour une fois en France, on s'occupe de ces usages et qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'électronisme dans nos campagnes. Et vous l'avez dit, vous avez des problématiques similaires. Il y a notamment la question de l'égalité des chances. Et en milieu rural, c'est la même question que celle que l'on aborde quand on parle des banlieues, par exemple, les jeunes et l'égalité des chances. Vous avez mis en place des campus connectés. Oui, 66 campus connectés qui sont assez remarquables parce qu'en plus ils évoluent en fonction de la demande, ce qui était très très important. Et ces campus connectés vous permettent, pour certains qui ne seraient jamais allés à la fac, qui est la fac quelquefois lointaine, Oui, oui, je sais pas, je prends l'exemple du campus connecté de Nevers. Eh bien, c'est pas toujours facile d'aller à Paris, à Clermont ou à Dijon, qui est normalement je dirais la région géographique, même si la Nièvre est fort loin de son chef-lieu de région. S'il n'y avait pas cela, il y a des gamins qui auraient décroché, qui ne seraient pas allés au bout de leurs études, et on aurait toujours cette logique qui est, moi que j'ai connue dans les Hautes-Alpes, hein, parce que quand je partais de chez moi pour aller à la fac, j'avais 5 heures de train pour aller à Marseille, ou alors pour passer 2 fois la frontière franco-italienne pour aller sur Chambéry et Lyon. oui. Donc il fallait toutes les autorisations, vous savez, des parents pour pouvoir passer la frontière. Oui. Et là, les campus connectés, c'est la garantie de pouvoir avoir quelque chose, j'allais dire, qui vous permet aussi de garder votre vie sociale dans votre village, qui vous permet aussi d'avoir un accès grâce au numérique qui fait que finalement vous êtes quelquefois plus performant que les jeunes qui vont dans les campus classiques des très grandes villes. Et ces 66 campus connectés jouent un rôle d'irrigation du territoire qui est remarquable. Il y en a dans des petits villages, je pense à l'Ardèche. Et c'est pour nous, ça, plus les cordées de la réussite également, des éléments fondateurs d'un nouveau regard sur l'université. Et je vous dis qu'il marche parce que c'est un peu à la carte. Il ne faut pas avoir peur de... Vous savez, moi ce que je disais à Ruraltic, là, au salon qui est très connu à Aurillac, il ne faut pas avoir peur de faire ses études chez soi Bien sûr. lorsqu'on met en place. Voilà, il ne faut pas simplement se dire je serai vachement meilleur si je vais à Henri IV. Non. Quand vous avez quelque chose qui est stabilisant à proximité de chez vous, Évidemment. c'est quand même plus rassurant et plus facile que d'aller au milieu d'un univers qui n'est pas forcément le vôtre. Et c'est parfois bien de le rappeler pour le soutien Mais je au n'ai rien projet contre Henri IV, non, rassurez-vous. évidemment. En tant que pur produit des classes préparatoires, je ne vais pas dire le contraire. Mais... Et il vient d'appeler, Henri IV, il vous salue. Pour le soutien au projet Mon des cheval va collectivités bien. locales, il y a 1600 petites villes de demain qui sont sélectionnées. Pour l'accès aux services publics, 1500 maisons France Service qui ont été labellisées.
Racontez-nous ce que vous disent les élus sur le terrain, parce que vous êtes à la rencontre des élus tous les jours, vous êtes sur le terrain tous les jours, il y a de la terre sous vos chaussures, et c'est vrai d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces élus? Certains journalistes parisiens ont même fait remarquer que j'avais des grosses grôles quand j'étais en province, mais enfin bon. Ouais, bah, ce sont des journalistes parisiens. Je suis aveyronnais pour me justifier. Vous êtes aveyronnais? Oui, personne n'est parfait. Nul n'est parfait, voilà. C'est ça. Non, moi si vous voulez, quand je rencontre des gens qui sont dans un programme national comme Petite Ville de Demain, d'abord c'est la satisfaction absolue. Satisfaction absolue parce qu'apporter de l'ingénierie, je le disais, c'est primordial. Moi, je dis, j'étais maire pendant 30 ans, je me suis démerdé tout seul, pour être clair. J'avais heureusement à l'époque un commissariat à l'aménagement des Alpes du Sud, ça s'appelait à l'époque, avec quelqu'un qui s'était occupé d'une commune qui était en déshérence, avec Péchinier qui avait fermé, enfin bon. Le truc, voilà, qui vous dites que le métier de maire, c'est pas fastoche tous les jours. C'est sûr. Et là, c'est en fait reproduire ce que c'est pas les enfants battus, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a subi ça qu'il faut reproduire les choses. C'est faire en sorte que ces collectivités disposent d'une ingénierie adaptée pour pouvoir ne pas regarder simplement passer les trains, le train de la relance, le train des contrats de relance et de transition écologique, le train des programmes européens qui sont toujours très complexes à mener, même si le portage est maintenant assuré par les régions, mais ça n'a pas changé la complexité de certains programmes. Et nous, nous sommes là tout simplement. La réaction, celui que j'ai sur le terrain, d'abord c'est merci. Alors les Savoyards disent merci, ils ajoutent encore après parce qu'ils aiment bien avoir de l'argent en plus. Mais on salue les Savoyards, bien sûr. On salue les Savoyards, oui. mais voilà, monsieur le maire de Vérac qui est ici, c'en est le pur produit d'une demande qui était, c'est un programme qui est génial, mais j'ai pas été sélectionné. Comment on peut faire? On a plus de demandes de gens qui veulent se coupler avec une autre ville pour essayer de faire quelque chose sur le territoire qu'autre chose. Donc c'est la rançon du succès et ça c'est très bien. Moi c'est très bien pris, c'est très bien accepté, c'est plus que accepté, c'est plébiscité et j'en suis très très heureux. Le plébiscite, il vient de la part des Français qui sont 81% à considérer que la vie à la campagne représente un idéal. Le plébiscite, c'est aussi en 15 mois votre visite dans plus de 70 départements, mais c'est aussi le travail qui a été fait sur Petite Ville de Demain, dispositif créé par des élus justement. De quoi parle-t-on? Regardez, cette vidéo vous en dit plus, on en reparle juste après. Jean-Marc, 47 ans, est maire d'une commune de 4000 habitants. Une commune agréable et reconnue pour le charme de ses rues anciennes. Mais depuis quelques années, les commerces, les services de proximité et de santé disparaissent pour s'installer dans de plus grandes villes. Le maire doit trouver une solution pour redonner vie au centre-ville et aux territoires alentours, tout en prenant en compte les aspirations écologiques de ses concitoyens. Récemment réélu pour un deuxième mandat, le maire a parlé de son projet à la préfète. Elle est déléguée territoriale de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et lui apprend qu'il est éligible au programme d'appui Petite Ville de Demain. Ce dispositif est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. Le maire se lance alors avec son équipe et un groupe d'habitants motivés dans le diagnostic de son territoire, la définition de la stratégie et des actions à mettre en œuvre. C'est le projet de territoire. 6 ans après le début de son projet, les résultats sont là. De nouveaux commerces ont été ouverts dans la rue principale de la ville. Les déplacements à pied et à vélo ont été facilités. Un tiers-lieu et une maison de santé ont pris place dans l'ancienne quincaillerie. Grâce à Petite Ville de Demain, Jean-Marc a pu redonner vie à sa commune et revaloriser son patrimoine. Membre de l'Association des Petites Villes de France, le maire et son équipe partagent leur expérience et leurs conseils au sein du club Petite Ville de Demain, qui réunit d'autres élus et acteurs locaux partout en France. Le programme Petite Ville de Demain est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en lien avec tous les partenaires institutionnels, associatifs et privés. Grâce à eux, le défi de redynamiser les petites villes sera relevé. Et on le voit, on se le dit bien sûr, c'est la mobilisation des élus, la mobilisation des habitants, la mobilisation des partenaires bien sûr, et de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui permet tout cela. Emmenez-nous dans votre jolie Lot, Loïc Lavergne-Hazard, vous êtes le maire de Vérac.
Monsieur le ministre connaît bien votre village puisque il en parle avec le sourire. 1328 habitants, dont vous. Vous êtes dans la vallée de la Dordogne lotoise, dans ce magnifique département du Lot. Une région labellisée Pays d'art et d'histoire. Qu'est-ce qui fait de votre village d'ailleurs un site si particulier? Racontez-nous. Alors, Vérac est une petite ville, comme vous venez de le dire, hein, Vous dites 1300 ville habitants. plutôt que village. Petite commune, on va dire. D'accord. 1300 habitants. Et sa particularité, c'est quand même d'avoir beaucoup de services, beaucoup d'équipements pour une toute petite ville, toute petite commune. Oui. On a un collège, on a des écoles, on a une crèche, on a des équipements sportifs, on a un cinéma même associatif. Bon, donc pour 1300 habitants, c'est quand même Très important. Et il nous reste encore pas mal de commerces. Mais bon, ça peut être un souci à l'avenir de savoir si les commerces vont pouvoir être repris par la suite. Donc ça fait partie un petit peu des pistes de réflexion qu'on pourrait avoir avec Petite Ville de demain. Parce que justement, vous rentrez dans le dispositif Petite Ville de demain. Qu'est-ce qu'il va vous permettre d'initier ce dispositif? Quels sont les besoins majeurs que vous avez à Vérac? Alors, les besoins majeurs, c'est surtout, comme Monsieur le ministre le précisait tout à l'heure, c'est l'ingénierie. C'est ce qui peut manquer dans les petites villes. Vous imaginez bien que 1300 habitants, on n'a pas forcément un nombre d'agents important et qui puissent travailler sur des sujets comme ça de manière avec un peu de recul et pouvoir établir un projet de territoire. Parce qu'avant tout, ce qui est demandé aux petites villes de demain, c'est d'établir un projet de territoire. Donc à partir du moment où on a signé la convention, donc on l'a signé au mois au mois de juin, il me semble. On a 18 mois pour un peu rendre notre copie et avoir un projet de territoire qui tienne la route et qui nous permette de hiérarchiser un petit peu toutes les choses que l'on veut faire sur la commune et d'avoir une vision un peu globale. Il y a le quotidien, améliorer les entrées de village, rénover une piscine désaffectée, enfin plein de sujets en fait qui concernent le quotidien des habitants. Exactement. Alors tout à l'heure vous parliez effectivement de l'afflux de citadins et de l'attrait pour la campagne, mais pour qu'ils puissent venir, il faut qu'il y ait les services, hein. Il faut que garder nos campagnes attractives et ils ne vont pas venir sans maison médicale, sans école, sans service, tout simplement. Bien sûr. Juste une chose, quand on est maire d'une petite ville, comme vous le dites, il y a plusieurs fronts sur lesquels on doit avancer et sur lesquels on peut avancer. Comment est-ce qu'on fait pour prioriser? Vous n'avez pas encore gagné l'auto, votre commune non plus. Comment vous faites quand vous allez avoir de l'aide, des partenaires, des subventions? On priorise comment? Et justement, c'est là tout le travail de notre projet de territoire avec le chef de projet. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Notre chef de projet est partagé, comme Joël le disait tout à l'heure, sur une autre commune. D'accord, avec Martel qui est juste à côté. Exactement. Et au niveau communautaire, il y a on a une grande communauté de communes, 77 communes, et donc il y a plusieurs chefs de projet qui travaillent ensemble une journée par semaine, et ce qui permet aussi d'avoir une réflexion globale sur la communauté de communes, de pas forcément avoir des doublons sur certains équipements, et puis aussi avoir des pistes de réflexion différentes en fonction des chefs de projet qui peuvent avoir aussi des profils différents, parce que là encore on a eu le choix en tant que commune de recruter nos chefs de projet en fonction de ce qu'on souhaitait faire, donc avec des profils différents en fonction des communes. On rappelle l'importance aussi de ces gens qui travaillent sur les dossiers. Les dossiers sont toujours très 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 complexes, on s'en plaint tous les jours, mais c'est l'occasion de saluer ceux qui les traitent et qui les gèrent à vos côtés évidemment. On le voit, les modes de vie ont évolué, qui plus est certainement depuis 1 an et demi, et encore plus dans les mois et les années à venir. Comment est-ce que vous pouvez vous adapter, vous, aux besoins d'aujourd'hui, ou surtout en anticipant les besoins de demain dans ces modes de vie qui changent? Alors sur une petite commune comme la nôtre, effectivement, on a toujours des services il faut se battre pour garder les services. Vous avez la poste, oui. Tous les ans, il faut aller quémander quelques heures d'ouverture supplémentaires, ou au moins essayer de les conserver. Et ensuite, on a de l'espace, on a des bâtiments. Il faut y trouver un usage qui soit adapté aujourd'hui à ce que les gens recherchent. Donc avec le télétravail, les espaces de coworking, les tiers-lieux. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, oui. On a un équipement vieillissant qui était adapté à un cadre surtout associatif. Et donc voilà, aujourd'hui, il faut repenser différemment. Et donc là, il y a vraiment un gros boulot. Au niveau des services publics aussi, il faut repenser le tout finalement, au-delà de l'accueil même des habitants qui vous demandent tous une maison avec jardin parce qu'ils ne viennent qu'à cette condition.
et en plus, on veut des services publics un peu partout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut réussir à garder nos territoires attractifs, donc que ce soit attractivité commerciale, économique, mais Une maison de aussi santé, par exemple. le cadre de vie et les services. Donc là, on a une maison de santé qui est en cours. Ensuite, il y a le dispositif Maison France Service. Donc, il n'y a pas de Maison France Service sur Vérac. Elle est située à Martel, justement, dont on parlait tout à l'heure. L'idée, elle est juste installée, enfin, où elle est en cours d'installation. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une permanence qui soit faite de temps en temps, de manière régulière sur Vérac, pour pouvoir assurer au moins ce service-là sur la commune. Mais c'est très important parce que les gens, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir ce type de service à la campagne, puisque nous, en plus, on est quand même situé, on n'a pas de grande ville à proximité. La préfecture est à 1h15 de route, donc ça fait quand même pas mal de freins éventuellement pour s'installer. Joël Giraud, justement, vous les entendez, on parlait des élus, mais vous entendez aussi les habitants qui ont besoin justement d'un équipement qui soit un peu plus sur mesure, qui ont de plus en plus de besoins. Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément? En fait, les gens ont compris, je crois, que le service public de papa était un petit peu dépassé. Oui. Et qu'il fallait quelque chose qui soit plus polyvalent, plus, j'allais dire, plus réactif. Ouais. Et surtout avec des services où vous ne trouvez pas la porte close, je dirais, de manière, je dirais, quasi systématique. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce programme France Service. Et France Service, c'est une merveilleuse idée parce que France Service, alors il y avait un réseau auparavant, hein, je veux dire, qui existait souvent les maisons qui étaient les MSAP, qui étaient les maisons de service au public, mais il y avait des endroits où il n'y avait rien du tout. Et vous aviez quoi? Vous aviez un agent du Trésor public qui était tout seul, qui lorsqu'il était malade n'était pas remplacé. Vous aviez en fait tout un tas de services, la Poste y compris, dont on ne savait pas très bien ce qu'il fallait en faire. L'idée générale de France Service, c'est d'avoir 9 partenaires qui sont des partenaires fiables, permanents sur les maisons France Service, dont des partenaires qui n'ont jamais existé en zone rurale. Je pense en particulier à Pôle emploi. D'accord. Bon, Pôle emploi, il fallait toujours aller le chercher. Ils avaient pris des accords pour certaines maisons de service au public, mais là, maintenant, c'est un partenaire obligatoire. Donc, Pôle emploi est intégré dans la maison France Service. C'est important lorsqu'on cherche un emploi dans zone rurale, parce que c'est là où on n'a pas forcément la bagnole, où les jeunes n'ont pas forcément un permis de conduire. Donc, tout ça est complexe. On valorise ça comme une nouveauté, finalement. On valorise ça comme effectivement une nouveauté. Et parce qu'il y a des services qui ont complètement évolué, honnêtement, je vais être franc avec vous, qui va encore, en tant que particulier, pas en tant que maire, mais en tant que particulier, qui va encore à la porte d'une trésorerie pour une transaction quelconque? Il y en a vraiment plus beaucoup. Donc, avoir le service, qui est un service qui est dans la Maison France Service, et avoir des agents qui sont des agents polyvalents, qui sont formés pour cela, avoir 2 agents minimum, c'était vraiment la condition sine qua non, parce que d'abord, travailler tout seul, c'est infernal. Oui. Et deuxièmement, lorsqu'il y a quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est absent, il y a toujours une permanence du service. Donc France Service, c'est un vrai réseau qui, petit à petit, va remplacer, on a 1745 maisons France Service à l'heure actuelle qui sont labellisées. On saura l'objectif de 2500 qui a été prévu par le président de la République pour la fin de ce quinquennat. Et surtout, on aura une référence, un réflexe, j'allais dire, à partir d'un numéro de téléphone unique, à partir d'une campagne de communication qui a déjà commencé il y a quelques temps. On aura ce numéro qui permettra de savoir où est la France Service la plus proche. On téléphone, on va à la France Service la plus proche et on a tous les services à disposition. Et en ce sens, d'ailleurs, moi une anecdote, mais quand j'en ai ouvert une dans ma commune, c'était pas encore une France Service, mais c'était une MSAP. C'est les gens de la ville d'à côté de Briançon qui venaient chez nous. Parce que comme à Briançon, ils n'en avaient pas à l'époque, qu'ils avaient seulement des guichets avec tous les services, mais le problème c'était de faire la tournée, je dirais, des popotes, ils venaient dans le plus petit bled qui est en dessous, parce qu'ils avaient tous les services à disposition, et qu'ils avaient aussi un accueil qui était un peu plus personnalisé, des possibilités de s'isoler pour avoir un rendez-vous privé. Vous savez, quelquefois, je viens d'inaugurer hier un pôle médical à Samatan, dans le Gers. C'était un pôle médical avec une maison France Service intégrée, les services du département également. Enfin, c'est un truc tout à fait remarquable en plein centre de la commune qui a 2500 habitants et qui a un très beau marché au gras. Voilà, ça dit entre parenthèses. La pub est faite. La pub est faite, c'est la pub pour le canard gras. C'est ça. À chacun son foie gras, le mien est aussi. Et nous avons, moi j'étais scotché de voir cela parce que finalement, vous avez des gens qui rentrent par la case France Service avec un problème d'emploi.
on se rend compte que le problème d'emploi, ça peut être aussi un problème d'addictologie. Oui, oui. Les rendez-vous sont pris à la maison, qui est la maison de santé, qui est intégrée dans le bâtiment. Enfin, tout ça se fait de manière intelligente. Et France Service, l'avantage que ça a, c'est que nous, on a notre corpus minimaliste, avec le minimalisme n'est pas minimal, avec nos 9 partenaires obligatoires. Mais après, c'est les collectivités. C'est Aide-toi, si elle t'aidera. La collectivité, si elle décide d'avoir d'autres types de partenariats, eh bien, elle les met en œuvre. Et nous, on est là simplement pour accompagner des projets qui, comme le disait à l'instant Loïc, sont des vrais projets de territoire. Évidemment. Je voudrais juste pour rééquilibrer les choses et pour pas que Loïc Lavergne, hasard, soit mal à l'aise, quand vous parlez du foie gras du Gers, on est d'accord que celui du Lot et de Dordogne et celui de l'Aveyron sont sinon meilleurs, en tout cas aussi bons. C'était pas mal de rééquilibrer les choses. On dirait Chirac lorsqu'il se baladait en disant vos croissants sont les meilleurs, vos croissants sont les meilleurs, face à 50 boulangeries. C'est exactement. Oui, mais bon, comme là vous avez ici le centre du monde du foie gras, je voudrais quand même qu'on soit un tout petit peu sérieux, si possible. Simone Saillant, comment est-ce que vous accompagnez en ingénierie justement ce monde rural, ces petites villes rurales? En fait, Aveyrac, il n'y a pas encore le volontariat territorial en administration, mais un chef de projet pour accompagner la commune. Oui, alors en fait, j'aurais tendance à schématiser un petit peu en 3 blocs les possibilités d'accompagnement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à destination des projets des collectivités et des territoires. Donc vous avez effectivement le programme Petites Villes de demain ou d'autres programmes. Donc voilà, on a un enjeu. Ici, c'est la revitalisation des centres-bourgs. On peut avoir les programmes territoires d'industrie, on va être sur les sujets d'accompagnement du développement industriel. Programme Avenir Montagne sur la transition du tourisme de montagne. Donc voilà, un programme, c'est un chef de projet cofinancé, une offre de service via un certain nombre de partenaires de la NCT et un accompagnement de territoires lauréats. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, j'ai envie de dire, ça serait l'accompagnement sur mesure. Vous êtes élu. Vous avez un projet dont vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, construire le projet, avoir un plan de financement et autres. Vous allez voir le préfet, qui est délégué territorial de la NCT, vous sollicitez son aide et 2 solutions. Soit il a à disposition les ressources en ingénierie pour vous accompagner, soit il n'a pas les ressources suffisantes et il va solliciter l'appui de la NCT au niveau national, qui a développé un certain nombre de marchés avec des prestataires et qui pourra actionner ces marchés à bon de commande. Donc par exemple, si on veut citer un chiffre, on peut dire que d'ores et déjà, on a accompagné 160 projets de collectivités de moins de 3500 habitants pour un accompagnement moyen en gros de 18 000 euros, ce qui représente déjà 3 millions d'euros. Et puis, vous en parliez, peut-être la troisième option, c'est le recrutement d'un volontaire territorial en administration. Monsieur le ministre le citait, c'est une des mesures de l'agenda rural où là, voilà, on cofinance le recrutement par une collectivité d'un jeune pour une mission d'ingénierie. Et donc des solutions pour tout le monde. Faites-moi un focus particulier de Avenir Montagne Ingénierie dont vous êtes également directrice. De quoi s'agit-il ? Alors, le constat qu'on a fait, c'est que les territoires de montagne, le tourisme représente une part importante du PIB français et cette part, elle est sans doute exacerbée en montagne. Oui. Mais le tourisme de montagne est confronté au changement climatique. Et donc, soit on laisse les choses se faire, soit on accompagne les territoires vers un tourisme peut-être plus 4 saisons, plus diversifié, plus durable. Donc, c'est l'objet du programme Avenir Montagne Ingénierie. Et donc là, on vise à accompagner environ 60 territoires. On en a déjà sélectionné 32 premiers territoires lauréats. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné entre autres c'est comme un petit peu sur Petite Ville de demain. Un chef de projet financé à hauteur de 60 000 euros par an pendant 2 ans. Très bien. Accompagné par tout un outillage méthodologique financé par la Banque des Territoires. Et puis un catalogue d'offres de services avec un certain nombre de prestataires, la PCA, la Banque des Territoires, la FNCOFOR qui est voisin là sur le stand à côté, des études de diagnostic de perspective d'enneigement pour essayer de caractériser un peu le sujet. Donc voilà, toute une offre de services qui va se déployer. C'est un focus particulier évidemment là-dessus. Plus globalement, quand je suis élu, que je ne sais pas par quel bout prendre mon dossier et en tout cas où trouver les solutions, on est sur le stand de l'Agence nationale de cohésion des territoires. En fait, c'est aussi une des solutions. Oui, tout à fait. Et donc, quand je suis élu et que je ne sais pas quoi faire, je vais voir le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est le préfet de département.
Très bien. Ça veut dire que l'élu peut quand même garder la main sur son projet quand même. C'est un peu la crainte qu'on peut avoir. C'est de dire, oulala, si je commence à refiler le bébé à d'autres, on va me le piquer. Vous me rassurez en tant qu'élu, je garde la main? Oui, complètement. Là, l'idée, c'est pas de décider soit de la préfecture, soit de Paris, de ce qui est bon pour l'élu. L'idée, c'est de l'accompagner dans la réalisation de ce projet, de lui donner les moyens. Et de lui donner les moyens, c'est ce que monsieur le maire expliquait tout à l'heure, en fait, avec des ressources ou du temps dont il ne dispose pas. Très bien. Et le VTA dont on a parlé, Joël Giraud réagit depuis... Je voulais Oui. simplement quand même préciser une chose, c'est que l'ensemble des postes qui sont financés sont sous la tutelle de la collectivité locale qui les emploie. Donc à partir de là, je dirais, les choses sont claires. Qui garde la main en général, c'est l'employeur. Le VTA, vous nous en avez parlé, avec un financement. Comment est-ce qu'un élu doit procéder s'il veut recruter justement un VTA? Racontez-nous. Alors, c'est très simple. Vraiment, c'est très simple. J'ai toujours peur quand on me dit c'est très simple, mais Non, pas du tout. j'attends la preuve. Pas du tout, vous allez voir. Donc, je rappelle peut-être en 2 mots le principe du VTA. Donc, la collectivité peut recruter un jeune de 18 à 30 ans, bac plus 2 minimum, pour une mission d'ingénierie de 12 à 18 mois. Très bien. Donc ensuite, j'illustre le c'est très simple. Oui, oui. Vous êtes un maire d'une collectivité rurale ou d'un EPCI rural ou d'une association qui va œuvrer en faveur du monde rural, puisqu'on peut avoir des postes mutualisés. Voilà. L'idée, c'est d'être souple et de s'adapter aux besoins. Vous rédigez une offre de poste qui correspond à votre besoin. Voilà, j'ai besoin de dépatouiller tel sujet et j'aurai besoin d'un jeune pendant 12 à 18 mois. Vous adressez cette offre à la NCT. On vérifie que c'est bien dans l'épure des choses et pas que c'est pas pour financer un poste pérenne d'instructeur de permis de construire ou autre. Commencer Voilà. à chipoter, oui. Voilà, on commence à chipoter. Pas du tout, pas Je du fais tout. En exprès, général, évidemment. 95% des offres n'ont pas de problème. Bien sûr. On publie cette offre sur une plateforme qui permet donc aux candidats et aux collectivités de visualiser cette offre, ce qui n'empêche pas la collectivité de diffuser l'offre par ses réseaux habituels. Elle reçoit des candidats, elle sélectionne le candidat qui lui va, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de sujet du moment que ça rentre dans les purs Évidemment. des... Voilà. Et puis ensuite, la préfecture verse l'aide de 15 000 €. C'est une aide forfaitaire que la mission soit de 12 ou de 18 mois. Donc c'est très simple. Alors, je suis convaincu. Vous me l'avez dit, c'est simple. Joël Giraud, ça fonctionne bien un an après ce dispositif? Écoutez, ça fonctionne plus que bien, puisque on avait ouvert le dispositif de manière expérimentale avec 200 postes. On est arrivé aux négociations pour le comité interministériel aux ruralités. Vous savez, avec toujours ce petit truc qui fait, on fait un petit plus. On dit, oh ben c'est ballot, on a légèrement dépassé déjà le budget, on en a un peu plus, histoire d'en avoir 350 d'ici la fin de l'année. Et on en aura 800, c'est l'arbitrage du comité interministériel aux ruralités, en 2022. C'est-à-dire qu'au total, 800 volontaires territoriaux en administration, je pense qu'on couvre une partie du territoire qui n'est pas négligeable. La rançon du succès est donc là, c'est que nous avons tout simplement convaincu le Premier ministre que c'était un bon service à rendre, parce qu'en plus, si vous voulez, au-delà, j'allais dire, du fait qu'on a ces jeunes qui viennent sur ces territoires, alors ça peut être des jeunes qui sont issus de ces territoires comme des gens qui veulent y poser leur valoche. Bon, ça peut être tout ce que l'on veut. Mais on leur offre la possibilité également d'être en lien avec une association qui est des territoires aux grandes écoles pour pouvoir reprendre leur scolarité et faire un break qui est un break opérationnel dans une collectivité. Je crois que c'est aussi une façon d'attirer des jeunes. Bien Ça a sûr. eu du succès parce qu'il y avait cette absence de contrainte. Finalement, s'engager sur du long terme pour un jeune qui ne sait pas exactement ce qu'il va faire après, et c'est réconcilier jeunesse aussi et ruralité. Je crois que c'est un bon vecteur dans le cadre d'un emploi avec un jeune, une solution adaptée aux collectivités territoriales. Et une magnifique opportunité, certainement. C'est un tremplin formidable. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, pour les jeunes. Vous nous avez parlé tout à l'heure des campus connectés. Il y a aussi les cordées de la réussite. Vous avez dit un mot. Oui, les cordées de la réussite, c'est finalement arriver à mettre, entre guillemets, en cordée, c'est une image très, très montagnarde, Oui. l'ensemble d'un système scolaire, y compris dans les collèges, y compris dans les lycées,
qui fait en sorte qu'on ait cette espèce de continuité de la qualité pédagogique dans des zones rurales et qui à l'heure actuelle est assez efficace puisque on a de nombreuses cordées de la réussite dans les territoires ruraux et ça complète tout à fait l'offre des campus connectés, c'est complètement différent. Mais ça permet, là aussi je vous dis, moi j'ai trop connu de gens qui décrochaient dans des zones rurales parce qu'ils estimaient qu'ils n'auraient jamais, je dirais, autre chose qu'un emploi saisonnier dans une station de ski ou ailleurs. Les cordées de la réussite, c'est aussi une réponse à ça, cette façon d'accompagner des jeunes vers l'idée qu'ils ont un avenir au travers du système scolaire et revaloriser le système scolaire vis-à-vis de jeunes qui ont un peu, non pas son décrochage, parce que c'est pas le mot exact, mais ont tendance à vouloir s'en éloigner en se disant, de toute façon, je vais avoir un emploi précaire, tout ça n'est pas grave. Eh bien non. Et vous le dites magnifiquement bien sur le territoire, 24 000 jeunes encordés, j'aime beaucoup l'expression c'est une chance, c'est beaucoup plus d'ailleurs que les années précédentes. Vous nous avez parlé d'ailleurs de France Service il y a peu, vous allez arriver à l'objectif des 2500 France Service sur l'ensemble du territoire. Loïc Lavergnazard, est-ce que vous avez un France Service à proximité de votre commune ? Alors, on a effectivement, on n'a pas une maison France Service sur notre commune. On a une maison France Service à Martel, donc juste à côté. C'est la ville avec la commune avec laquelle on partage chef de projet. Et il y a aussi le déploiement de bus maison France Service, donc qui permet d'irradier un petit peu un peu plus sur le territoire et d'aller dans les plus petites communes. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc du coup à Vérac on aura une permanence Maison France Service qui sera une sorte d'antenne de celle de Martel. Très bien. Est-ce que ça veut dire que, je prends un exemple, mais il y a beaucoup de systèmes vraiment adaptés au territoire. Chacun a fait du sur-mesure et vous y tenez d'ailleurs à cette question du sur-mesure depuis le début. Le cousu humain, on va mettre le micro de Joël Giraud. En Corrèze, il y a le village d'Ayen qui a créé un système de covoiturage local, d'une monnaie locale d'ailleurs, qui bénéficie aussi au commerce de la petite commune de 700 habitants. Est-ce que les communes peuvent formuler des souhaits d'élargir eux-mêmes les espaces France Service à d'autres usages? J'allais dire, il y a le tronc commun, et il y a des choses que l'on peut adapter et demander de manière supplémentaire. Ah mais complètement en fait, je veux dire, après tout est à la main, ce que je disais tout à l'heure, soit de l'interco, soit de la commune, en général c'est plutôt l'interco, tout est à la main des collectivités locales ou des opérateurs, parce qu'on a certains opérateurs nationaux qui font également des maisons françaises, je pense en particulier dans le monde rural à la MSA qui fait des choses tout à fait intéressantes. Mais à partir de là, c'est la collectivité locale qui choisit, je viens de vous le dire sur Samatan. Il y a dans cette maison France Service, il y a tout finalement. Oui. Donc c'est tout à fait intéressant. Moi j'avais 27 partenaires donc qui étaient des partenaires de cette maison à l'heure actuelle France Service qui continuent à l'être. Donc c'est à vous en fonction de votre territoire. Bien sûr. Voilà, je sais pas, moi je suis dans une région où par tradition, on n'avait pas EDF. Vous savez, dans les zones de montagne, on a souvent des régies qui étaient des anciennes régies électriques. Des premiers partenaires, ça a été EDF, parce que EDF n'était pas présent sur le territoire. Et c'est précieux, voilà, évidemment. et c'est précieux, effectivement, d'avoir ce partenaire-là. Chacun voit midi à sa porte. Nous, on accompagne, je le dis et je le répète, c'est pas tout ce qui tombe du ciel est béni depuis Paris, parce évidemment. que ça marche pas. Je suis pas sûr que ça marche d'ailleurs globalement. Mais c'est simplement aide-toi, le ciel t'aidera. Et nous, on est là derrière pour accompagner les élus locaux. La politique des territoires, c'est les élus locaux qui la font avant tout. Merci beaucoup. Je vais prendre des questions, peut-être s'il y a des questions ou des remarques ou des témoignages dans l'assistance ici. Juste un mot, Joël Giraud, pour terminer. Tous les dispositifs dont on parle, mais c'est important de le préciser, sont pérennes. En fait, on n'est pas là sur juste un galop d'essai. Je pense notamment au bus France Service. Il y a un système de bus pour être encore plus proche des gens, des territoires. C'est pérenne et c'est important de le dire. Alors non seulement c'est pérenne, mais en plus, à chaque comité interministériel de ruralité, on adapte l'offre. Et là, par exemple, au dernier CIR, nous avons, alors je ne me rappelle plus combien c'est exactement, lancé un appel à projet sur plusieurs bus, plusieurs dizaines de bus. Il y avait plus de 30 bus, exactement. Je crois que c'est une trentaine, mais tout simplement pour mieux irriguer ces territoires. Et là aussi, c'est la faculté d'adaptation du monde rural qui est extraordinaire. Nombre de bus France Service ont été des bus ensuite utilisés et désarmés, j'allais dire, de leur fonction France Service pour faire la campagne de vaccination, notamment les bus de la MSA parce qu'ils avaient des frigos et différents des objets qui étaient essentiels, je dirais, au maintien du vaccin. Voilà, je veux dire, les territoires s'adaptent et les territoires ruraux savent s'adapter parce qu'il n'y a pas de solution, je veux dire. En ruralité, en montagne, soit on innove,
excusez-moi l'expression, mais soit on crève. Oui, oui. Donc effectivement, cette capacité d'innovation qu'on voit dans les territoires ruraux et qui est tout à fait exceptionnelle, est aussi une capacité de survie de ces territoires qui aujourd'hui est accompagnée par des politiques publiques avec des moyens pérennes. Vous insistez là-dessus, vous avez raison. Il y a pérennité du financement des maisons France Service, il y a pérennité de l'ensemble des politiques publiques que l'on mène. Lorsqu'on a Petite Ville de demain, l'ingénierie, elle est payée sur 5 ans, elle n'est pas simplement payée, j'allais dire bêtement, jusqu'à la limite d'un mandat, parce qu'on a vu aussi des politiques publiques là-dessus, où un quinquennat se termine, les financements publics s'arrêtent, et puis on voit ce qu'on fait après. Non. Là, non, on est dans la durée, tout le monde l'a compris, on est sur du label pérenne, et c'est ce qu'on veut pour notre ruralité. Je vous ai vu réagir, Loïc Lavergnazard. Oui, c'est ce que je voulais rajouter en fait, c'est qu'effectivement le côté Petite Ville de demain avec le chef de projet qui va nous accompagner jusqu'en 2026, pour nous ça n'a pas de prix parce que on va pouvoir être suivi, les dossiers on va pouvoir construire le projet et ensuite on va pouvoir être suivi vraiment et accompagné jusqu'en 2026 pour espérer pouvoir mettre en place tout ce que l'on a souhaité mettre en place. Et en parler ici, c'est d'ores et déjà l'occasion de vous remercier pour ces opportunités. On a la chance d'avoir beaucoup d'élus certainement à nos côtés. Monsieur, bonjour, vous êtes saisi d'un micro, certainement pour vous présenter et ensuite pour peut-être témoigner ou poser une question. Je vous en prie. C'est peut-être un témoignage, mais c'est également une question. Vous souhaitez vous présenter peut-être? Je suis Michel Chémol, je suis maire de la commune de Aude, 450 habitants, dans l'Allier. Très bien. J'aurais pu vous rencontrer, monsieur le ministre, à l'occasion de la journée de l'AMRF, mais bon, vous n'avez pas pu y venir. Voilà, alors ma question c'est comment... Mais comme vous le voyez aujourd'hui, donc vous rattrapez. Oui, tout à fait. Votre question, allez-y. Ma question c'est comment concilier la nouvelle loi climat et résilience avec le développement de nos petits territoires. Je vous donne un exemple, puisque je cherche, moi dans ma commune, où je n'ai plus aucune habitation de disponible, tout étant été vendu, tout étant habité ou loué. Bravo. Je n'ai aucun terrain à vendre à l'intérieur du bourg et je souhaite faire par exemple un petit lotissement de 8 habitations pour pouvoir répondre aux demandes que j'ai toutes les semaines d'habiter dans notre commune. Très commune bien. Qui est à 15 km au nord d'un gros bourg, Montluçon. Alors c'est savoir comment faire puisque au niveau de la loi, je ne peux plus pratiquement faire de construction. Or, mon terrain est disponible, c'est un terrain qui est de mauvaise qualité, qui appartient à la commune, qui est de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'il s'appelle les brandes. Alors monsieur, on a entendu le sujet, cas particulier, mais vous faites bien de poser la question. Monsieur le ministre, vous ne connaissez pas le dossier, mais en un mot, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit ici, connaît un petit peu le dossier parce qu'on s'est un peu mêlé de ce qui se passait au niveau de la loi climat et résilience. Bon, mais je parlais du dossier de monsieur, pardon. Le dossier de monsieur, non. Voilà. Par contre, je connais sa commune parce qu'il a même une gare sur son territoire communal. Et quand j'ai descendu le canal de Berry avec une espèce de barge, j'ai atterri, d'ailleurs dans la flotte, dans le partage, parce que j'ai loupé le ponton. Mais j'ai repris le train ensuite pour remonter sur Vallon-Sully. Donc je connais votre coin. C'est le seul train qu'on peut prendre depuis une barge. Alors. C'est ça, oui, je suis arrivé à faire ça. D'ailleurs, ils n'avaient jamais vu de client dans cette gare, visiblement, parce que je n'ai pas pu obtenir un billet de la SNCF, mais j'avais l'horaire grâce à la Deutsche Bahn, qui, elle, donne les horaires de toutes les gares françaises, mais pas la SNCF. C'est comme ça. Ça arrive. Non, simplement, pour être plus sérieux, bon, première chose, il y a une étape qui est d'abord, c'est la loi climat résilience. C'est pas zéro construction, c'est l'arrêt d'une progression qui était une progression un peu surréaliste par rapport à la consommation des espaces. Donc on ralentit la progression, ça ne veut pas dire qu'on arrête la construction. Deuxièmement, pour les communes qui ont été vertueuses, il y a d'ailleurs une circulaire qui a été signée par Emmanuel Vargon, par Jacqueline Gouraud et par Barbara Pompili, pour faire en sorte qu'on ait des communes vertueuses qui ne soient pas victimes d'un texte, c'est-à-dire qu'on ait un équilibre d'ailleurs qui se fait au niveau départemental, qui ne se fait pas du tout au niveau communal, hein, donc les choses sont très claires là-dessus. Et vous avez un échelon régional, puisque la région a des compétences, tout simplement, c'est dans le cadre du SRADET régional que vous devez négocier avec votre région, et c'est important de le faire, je dirais la conception de la loi climat et résilience sur l'ensemble des territoires départementaux de la région. Alors c'est pas facile avec les nouvelles régions,
puisque les Auvergnats ont fait l'objet d'un Anschluss de la part de la région Rhône-Alpes. Je dis Anschluss, mais je dis ça parce que vous n'êtes pas du secteur de Vichy, hein, je le dis, vous êtes du secteur de Montluçon. Mais mais vous avez des solutions. Moi, ce que je vous invite, enfin, le préfet Treffel dans l'Allier est un homme de dialogue. Il viendra chez vous avec la direction départementale des territoires dès que vous le contacterez, et vous pourrez trouver des voies et solutions pour non pas transformer votre commune, parce que plus personne ne voudrait y venir, en espèce de lotissement qui font que la ruralité après est une horreur absolue. Je dirais l'effet waouh n'existe plus, mais pour trouver des solutions à vos différents problèmes. Le ministre a répondu, vous avez même le rendez-vous direct, il est venu à la nage chez vous, vous allez pouvoir discuter Je suis avec un peu lui. de l'Allier aussi. Et, très très bien. Monsieur, bonjour. Bonjour à Tours, Thierry Fréchon, nouvellement élu à la Chambre des métiers régionale de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et au restaurateur en montagne dans le 05 et à Embrun, et aussi à la Chambre des métiers. Et je tiens à témoigner le très bon travail à l'époque, monsieur le député Giraud, qui nous a bien aidé au niveau national. Et c'est vrai que merci encore devant tout le monde. Et grâce à lui, on peut avoir les chaînes en montagne. Faut faire attention, parce que ceux qui arrivent, les touristes qui arrivent de Paris et qui n'ont pas les pneus qu'il faut, ça bloque, et ça bloque pendant des heures et des heures et des heures. On précisera que tous les touristes ne viennent pas que de Paris. Merci encore. Merci. On s'est vu et on se reverra encore, je pense. Et j'ai un petit point qui diverge un petit peu, c'est sur la saisonnalité. Ah, ça partait bien, le gars est sympa. Non. Mais dans les Hautes-Alpes, on commence comme ça. Oui, ça ne peut qu'avancer. Il a neigé à 1,50 m dans le Kéra hier. Il y donc, est pour rien. grande publicité. Ah, mais j'étais pas là quand si vous l'avez annoncé. Donc, et oui, la saisonnalité. Moi, je pense que la saisonnalité, pour les salariés, pour les employés, si on force un peu les queues de saison, on arrive à travailler à peu près 10 mois par an. Ça a été mon métier toute ma vie. Je suis né dans les années 60. C'est formidable. Je vous invite à poser votre question, monsieur. Et franchement, la saisonnalité, il ne faut pas repousser. Il faut dire que la saisonnalité, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de tremplin pour les jeunes. Et une personne qui fait une saison, et c'est vraiment, voilà. Et est-ce qu'on va pouvoir améliorer les queues de saison pour la saisonnalité, pour l'été aussi, gardant pas que la mer, en prenant aussi la montagne? Merci beaucoup, monsieur. On vous donnera le micro Eh ben, ensuite. on va les améliorer, parce que dans le cadre du plan Avenir Montagne, justement, l'objectif effectivement d'allonger les saisons dans les zones de montagne en particulier, parce qu'on s'en rend bien compte. Bon, et puis on le voit quand on va, je sais pas, en Autriche, en Suisse ou dans d'autres pays d'Europe du Nord. Il y a des congrès internationaux qui se tiennent justement dans ces pays-là, parce que la saison est plus longue et qu'on peut trouver les ressources hôtelières et de restauration au mois d'octobre qu'on ne trouve pas toujours dans notre... Voilà. Et quant aux saisonniers, il faut aussi, je me permets de faire un appel, parce que autant je connais des associations, des groupements comme Domaines Cap de France qui font des contrats renouvelables avec des formations et un engagement, par exemple, d'augmenter les bas salaires de 15% pour rendre le métier attractif. Je crois qu'il conviendrait que d'autres associations, dont l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, je me permets d'en parler puisque tu es là, fassent un peu la même chose, parce que ça permettrait aussi d'avoir des gens formés, et des gens formés et mieux rémunérés. Des fois, le patron, lui aussi, a une meilleure rémunération parce qu'il a plus de clients et des clients de qualité. Fallait pas le chercher. Merci en tout cas pour la question et la réponse. Madame et monsieur pour la question. Bonjour madame. Bonjour, Christine Portevin, je suis maire de Guillestre. Je suis la locale de l'étape avec, c'est où Guillestre? avec Joël. C'est juste à côté de l'Argentière, dans les Hautes-Alpes. D'accord, voilà. Très bien. Ça fait un peu trop de Savoyard là, bon. Oui, c'est son fan club, exactement. C'est la limite vraiment, allez-y. Donc nous, on a la chance d'être petite ville de demain, d'avoir embauché un chef de projet, mais déjà depuis quelques années, puisqu'on a eu la chance aussi, à l'époque, en 2015, d'être, après une destruction, qu'un bâtiment soit tombé dans notre commune, se soit effondré, on a la chance d'avoir été à Miss Centre-Bourg, d'avoir été lauréat dans les 50 villes de France. Et on est donc passé petite ville de demain. On a un petit peu d'avance sur les autres parce qu'on a déjà quand même pas mal travaillé au niveau de l'opération, des opérations de rénovation de l'habitat dans le centre ancien. Et on a embauché donc une chef de projet qui était déjà embauchée avant, qui continue. Très bien. Et on a un poste aussi de manager de commerce avec l'Argentière justement à mi-temps. Partage, et qui permet, moi je pense que ce manager de commerce, c'est vraiment une chance
pour nous les communes. Parce que tout le monde le sait, le commerce dans les petites villes, même si on a 2400 habitants, c'est comme une petite ville. Bien sûr. Et bien c'est compliqué. Et redynamiser une association, redynamiser les commerces, donner une identité, c'est vraiment une chance pour nous. Voilà, vraiment une chance. Et on travaille très très bien avec la NCT, avec tout le monde. Voilà. Et merci de le souligner, merci de témoigner. On l'entend d'ailleurs, 1 + 1 = 3 quand on a des chefs de projet, managers de commerce. Enfin, finalement, c'est aussi la multiplication des talents et des savoir-faire. Merci madame. Monsieur, ici. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le ministre, cher Joël. On s'est vu il n'y a pas longtemps dans le Gers. Ça ne nous regarde pas. Non, mais juste pour... Non, mais je fais exprès, évidemment. Non, Monsieur, présentez-vous. Michel Baylac, président de l'association des maires du Gers. Très bien. Voilà, donc non, simplement, c'est une question que j'ai posée hier, justement. Pardonnez-moi de ce rappel. Hein, on n'était pas là hier, donc voilà. reposez-la. Donc, non, par rapport à l'agenda rural européen, c'est vrai qu'on a vu les bienfaits des près de 200 mesures de l'agenda rural français, hein, donc qui est une avancée significative pour la ruralité et le monde rural. Ensuite, on a l'Europe. Et l'Europe ne peut pas être à côté, on va dire, de l'évolution du rural. C'est vrai que quelqu'un disait avant moi, il faut réenchanter les territoires ruraux. On en a en France, on en a en Europe, on a envie de contaminer certains pays parce qu'ils ne sont pas forcément enclins à parler ruralité. Bien sûr. On sait aussi qu'en face, il y a en écho un agenda urbain. Donc, monsieur le ministre, tout simplement, comment décliner finalement et comment faire que notre militantisme puisse arriver jusqu'à Bruxelles et comment peut-on surtout utiliser de meilleure manière les fonds dédiés aux territoires ruraux. Merci monsieur le maire pour cette question. Réponse rapide. Nous avons, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, d'ores et déjà prévu un certain nombre d'actions. Bon, déjà, je suis le jeudi prochain à Bruxelles au Conseil des ministres de la cohésion des territoires. Mais au-delà, nous travaillons avec l'Association des nouvelles ruralités notamment, finalement l'agenda rural, il était européen avant d'être français, pour être clair, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, je dirais, de sa logique. Donc on va profiter de la PFUE, de la présidence française, pour faire en sorte qu'on avance sur ces sujets et qu'on ait la même chose effectivement, comme on l'a fait pour les dotations de l'État, qu'on ait la même chose que l'on peut avoir sur l'urbain, c'est-à-dire une espèce de préciput minimal, par exemple sur le FEDER, qui permettrait de dire attention, en dessous, pour ce qui est urbain, c'est 10%, en dessous de tant de pourcents, c'est pas possible. Bon, alors le FEDER, comme vous le savez, maintenant il est régionalisé, mais qu'on ait des règles européennes qui fassent que on n'a pas à l'heure actuelle de plancher sur le FEDER rural. On va essayer d'avoir un plancher dans le cadre de la présidence française. C'est mon plus grand souhait, puis qu'on puisse aussi faire passer les idées que l'on a en France sur un certain nombre de sujets. Alors là derrière, je pense toujours qu'il peut y avoir ensuite des programmes européens qui peuvent abonder des programmes nationaux. Bien sûr. Et que ça permet de faire plus sur nos territoires, parce que c'est quand même le but de l'Union européenne. Mais c'est un sujet qui est au-delà de bien pris dans le cadre de la PFUE. Merci beaucoup. Dernière question. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Jean-François Clara, maire de La Table en Savoie. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet. On a dépassé avec le quota, allez-y. Pardon ? On a dépassé le quota de maire de Savoie, en fait, c'est pour ça. Non. Il est seul. Oui, c'est vrai, c'est la région. J'ai déjà eu l'occasion de vous interpeller par rapport à la situation des secrétaires de mairie dans le milieu rural. Comme vous le savez, c'est un problème de formation, c'est un problème de revalorisation indiciaire, en quelque sorte catégorielle, qui est indispensable pour que nous puissions continuer à survivre. Parce que ce n'est plus possible de continuer de cette manière. Alors pensez-vous, Monsieur le Ministre, que ce dossier va évoluer dans un temps très rapide, je dirais. Merci de votre réponse. Merci pour la question. Réponse. Alors, il évolue rapidement, puisque lorsqu'on s'est rencontré au tout départ avec la MRF et Amélie de Montchalin, qui est la ministre en charge de la fonction publique, dont la fonction publique territoriale, bien évidemment, on a décidé de travailler justement à la revalorisation. Alors déjà, et c'est pas cosmétique, sur le nom des secrétaires de mairie, parce que un métier peut aussi ne pas être attractif parce que le nom ne correspond pas à la réalité de ce que font, j'allais dire, la plupart des femmes concernées, parce qu'il y a 99% de femmes qui sont plus des assistantes de direction que des secrétaires de mairie. Deuxièmement, on crée une journée des secrétaires de mairie qui est donc le 25, c'est très bientôt. Et avec Amélie, qui finit les négociations, parce que les négociations dans la fonction publique territoriale, il y a des négociations syndicales qui sont
assez lourdes, mais qui doivent être menées. L'idée est de faire effectivement une revalorisation au travers de NBI des secrétaires de mairie devenus assistants de direction. On verra quel est le nom qui correspond le mieux, pour que les carrières soient à la fois valorisées et attractives sur nos territoires. Donc ce n'est pas au calendrier grec. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions présents. Merci Monsieur le ministre, merci Madame, merci Monsieur le maire également. On reste sur le Web TV de la NCT, Agence nationale de cohésion des territoires, NCTV. Vous disposez sur notre site d'ailleurs d'une mine d'or d'informations, les calendriers notamment des prochaines rencontres. On va se retrouver ici tout au long des 3 journées de ce salon exceptionnel des maires. On parlera de politique de la ville avec Nadia et ministre de la ville. Ce sera demain. Et puis on sera avec Jacqueline Gouraud pour parler de redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Ce sera dans 2 jours. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à vous de nous avoir accueillis un peu chez vous et de manière aussi sympathique. Merci. Le ministre connaît tout le monde, il a salué tous les maires depuis tout à l'heure. Voilà, on vous souhaite une joyeuse journée. Merci beaucoup.